permettant la reprise des exportations de céréales depuis ce port de la mer Noire. On va essayer de comprendre ce qui se passe avec Michel Goya et Anthony Bélanger. Bonsoir messieurs. Et puis nous sommes avec un député ukrainien élu dans cette circonscription d'Odessa. C'est Oleksiy Goncharenko qui est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous parlez français, c'est formidable, bravo à vous. Alors, est-ce que vous pensez que ces exportations de céréales vont pouvoir quand même se faire ? Bonjour, oui, premièrement, je voudrais dire que nous voudrions, l'Ukraine, faire tout ce possible pour commencer cet export. Et c'est la Russie qui a bloqué la mer Noire, attaqué les bateaux civils, tué les personnels. Et après, l'Ukraine a eu le succès militaire à la mer Noire. Nous avons détruit le flagmanship de flotte russe à mer Noire, Moskva. Nous avons libéré l'île Serpent à mer Noire. Et après ça, la Russie dit que oui, nous sommes prêts pour d'accord. Nous avons signé cet accord, mais dans 24 heures, la Russie a attaqué cet accord et le port d'Odessa. Et après ça, la Russie a dit qu'ils ne savent pas qui a attaqué le port. Peut-être je ne sais pas, c'est quelqu'un de Mars ou je ne sais pas. Mais aujourd'hui, la Russie, oui, a confirmé que c'est la Russie qui a attaqué le port. Bien sûr, c'est une grande menace à cet accord. Mais nous avons prêt pour continuer parce que nous savons que beaucoup de millions de gens sont sous sa menace de famine artificielle et l'Ukraine veut aider ces gens, mais si la Russie va continuer ses attaques contre les portes d'Odessa, bien sûr, ce ne sera pas possible avoir l'export. Ces 20 à 25 millions de tonnes de céréales qui sont pour l'instant bloquées en Ukraine, qui doivent donc être vendues à l'étranger. Est-ce que vous croyez vraiment que les couloirs sécurisés seront garantis? Est-ce que vous avez des craintes sur la sécurité des navires qui vont emprunter la mer Noire? Nous avons fait les couloirs à port d'Odessa. Oui, c'est quelqu'un risque pour nous parce que les flottes russes militaires peuvent aussi utiliser ces couloirs. Mais nous pensons que nous pouvons défendre Odessa et aussi nous pensons que nous allons recevoir plus d'armes lourdes contre un bateau. Et nous pouvons, oui, arrêter les Russes s'ils font cette attaque. Mais c'est très difficile, dire-vous, de sécurité de couloir parce que c'est aux gens de la Russie. Et la Russie montrait encore une fois pour tout le monde qu'ils ne respectent pas rien. Ils ne respectent rien d'accord qu'ils signent. C'est un grand problème, bien sûr, parce que beaucoup de millions de gens peuvent avoir grand problème. Et cette nouvelle vague de migrants, de réfugiés qui va traverser la Méditerranée à la France, à l'Italie, à la Grèce, parce que beaucoup de pays du nord d'Afrique et de l'oriental moyen sont avoir le grain, le céréal de l'Ukraine. Par exemple, le Libanon recevoir 80% de tous les grains en Ukraine. Et beaucoup d'autres pays, Égypte, Algérie et d'autres aussi. Merci monsieur le député d'avoir été avec nous quelques minutes. Michel Goya, à quoi joue Vladimir Poutine? Pourquoi bombarder Odessa après avoir signé un accord? Au départ, ils ont contesté avoir bombardé. Finalement, ils le reconnaissent. Ils disent que ça ne changera rien. Il y aura quand même, l'accord sera respecté. Oui, alors c'est toujours un peu de mal à interpréter, c'est ce qui paraît un peu cafouilleux, un peu incohérent parfois comme politique. Il faut
rappeler comment ça se passe déjà, ce type de... concrètement. C'est-à-dire que vous avez, sans doute à Moscou, vous avez un grand centre opérationnel où vous avez une grande carte de l'Ukraine, où on cible toutes les... on regroupe tous les renseignements sur l'Ukraine, et puis là, vous avez des officiers de l'armée de l'air qui sont en train de planifier des opérations, qui sont en train d'organiser des raids, des frappes de missiles, des raids aériens, etc., de tirs de lance-roquettes, peu importe, et qui planifient un certain nombre de missions. Voilà, dire voilà, on a préparé telle cible, on l'a repérée, on va la frapper avec ça. Et ça, là, après, il y a plusieurs. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les armées du monde. Après, la question qui se pose, c'est qui valide ces tirs, parce qu'en général, ces frappes peuvent avoir un effet politique. C'est-à-dire que quand vous lancez une frappe et vous faites vous tuez plusieurs dizaines de personnes, ça a un impact stratégique, politique. Quand vous frappez Odessa le lendemain de la signature d'un accord, tout le monde va en parler. Ça a un impact politique. Donc la question qui se pose, c'est qui valide ces tirs. Est-ce que, première possibilité, le pouvoir politique s'en fout et dit voilà, on laisse les militaires faire et ça... Même si c'est en contradiction avec la décision politique. Même si ça rentre en contradiction, c'est pas très grave, on s'en fout. D'où peut-être le décalage qu'il y a avec la communication. Et donc plus tard, on rattrape, et on le voit régulièrement, hein, on rattrape plusieurs jours après, on habille par une communication le raté qu'il y a pu avoir. Soit c'est validé au niveau politique, qui dit ça oui, ça non, voire même qui commande éventuellement, qui dit tiens, bon, on va faire plutôt ce raid là sur Odessa. Auquel cas, là, vous avez une signification politique. Maintenant, elle est difficile à interpréter. On peut dire, voilà, c'est une manière pour les Russes de dire, voilà, nous restons les maîtres du jeu, nous sommes toujours les patrons, nous sommes toujours les plus forts. C'est peut-être aussi une manière aussi de jouer dans les négociations. La force, c'est un instrument de négociation. D'accord. Parce que cet accord, il n'est pas terminé. Il y a aussi tout un volet qui concerne la Russie. Voilà. Mais pourquoi des facilités pour la Russie, voilà. Et pour l'instant, qui sont pas. Mais pourquoi Anthony, c'est si important cette exportation de blé, de maïs et de tournesol d'Ukraine? Alors d'abord, ce n'est pas que l'Ukraine qui est concernée, c'est la Russie aussi. C'est-à-dire que la Russie a aussi besoin d'exporter ses blés. Elle a aussi besoin de vendre sur les marchés internationaux des blés qui ont atteint des niveaux records. Rappelons quand même qu'elle est sous embargo pour pas mal de produits. Et que justement, les blés, les céréales et les produits phytosanitaires ne font pas partie des mesures de rétorsion prises par l'Union européenne. Donc la Russie peut vendre ses céréales. Alors, elle peut les vendre uniquement si les Occidentaux, par exemple, permettent l'assurance des bateaux. Et permettent donc d'abord d'une part si les Occidentaux permettent l'assurance de ces bateaux et d'autre part si la Turquie permet à ces bateaux de sortir. Alors on voit bien que là il y a un jeu qui consiste d'une part pour les Occidentaux à dire écoutez d'accord, on va assurer les bateaux russes à partir du moment où vous laissez les bateaux ukrainiens sortir et vous avez les Turcs qui disent aussi puisque nous sommes des négociateurs et que c'est a priori notre mer, la mer Noire, c'est nous qui contrôlons le détroit, eh bien nous alignons sur cette idée-là où nous faisons en sorte que nous assurons la sécurité des bateaux à la fois russes et ukrainiens qui voudraient sortir du port. Tout le monde a intérêt à ce que ces chargements de céréales sortent de mer Noire. Et notamment parce que la Russie a des alliés, ou plutôt des gens qui jusqu'à présent n'avaient pas, je pense à l'Égypte, premier importateur mondial de blé, mais je pense aussi à pas mal de pays d'Afrique, qui jusqu'à présent n'avaient absolument pas condamné la Russie, ou du moins adopté un régime de sanctions contre la Russie, et qui aujourd'hui se voient malgré tout pénalisés. Or, la légende, je veux dire, la légende urbaine qu'essayent de transmettre les Russes en disant que c'est la faute aux Occidentaux si les blés ne sortent pas d'Ukraine, ne marchait pas auprès de gens qui sont parfaitement renseignés sur qui a envahi qui. Je vais vous donner un petit exemple. L'accord a été signé samedi. Aujourd'hui, M. Lavrov est une tournée en Afrique. Le chef de la diplomatie russe. Le chef de la diplomatie russe. Il est en Afrique, c'est-à-dire qu'il est en RDC, en Ouganda, il est en Égypte, et il va faire le service après-vente. Il va voir les pays. Il a publié d'ailleurs des tribunes dans chacun de ces pays, dans les principaux quotidiens, pour leur dire, vous voyez, on avait bien raison de vous dire. Nous, on est ce pays qui est capable de signer des accords. Il est en train de faire le service après-vente. En même temps, il y a un enjeu quand même alimentaire pour tous ces pays-là. Mais bien entendu. Ce qui veut dire en fait que chacun a intérêt dans cette affaire. Chacun a vraiment intérêt à faire sortir ses grains. Maintenant, ça ne faut pas préjuger de l'avenir. On peut décider, vous savez, dans un certain nombre pendant 15 jours, de faire sortir des millions de tonnes de grains. Je rappelle qu'il y en a de 18 à 25, vous le disiez vous-même, plutôt 18 à 22 en ce moment dans des silos à grains du côté d'Odessa et de Mykolaïev, c'est-à-dire sur les ports de la mer Noire, côté ukrainien. Tout peut se passer. Il peut se passer des mesures dilatoires. Il peut se passer que, par hasard, une mine se trouve au milieu d'un camion, d'un convoi de bateaux au bout de 15 jours. Il peut se passer ce que, effectivement, craignent les Ukrainiens, c'est que la Russie ait du mal à appliquer ses propres accords. Il faudra sécuriser quand même les navires.
Oui, c'est dans l'accord, ça, des couloirs sécurisés. Tout à fait. Alors, il y a un élément que... 10 secondes, Michel. Donc oui, il faudra sécuriser. Il faut quand même rappeler un élément, c'est que tous ces navires ne sont pas forcément ukrainiens ou russes. Tout à fait. Ils sont internationaux. Oui. Et donc, c'est un élément du marchandage. Hein, c'est-à-dire qu'il faut autoriser des navires, des compagnies maritimes à venir chercher, par exemple, du blé ukrainien, du blé Sans risque russe. de prendre un missile. Ça risque de prendre un missile. Avec les équipages qui sont nécessaires pour les évacuer, les équipages qui ne sont pas forcément formés à ça et qui n'ont pas forcément envie. Non, ça va être toute une organisation. Les Ukrainiens disent en ce moment qu'ils sont en train d'organiser les convois et que le bombardement hier du port d'Odessa n'a pas, à proprement parler, dérangé leur capacité d'exportation. Merci à tous les deux. Dans un instant...